Ma femme a dit, je ne t'ai jamais aimé, ça a toujours été lui. J'ai juste hoché la tête. Après ça, j'ai transféré mes économies sur un compte caché, envoyé les papiers du divorce et je suis parti. 3 jours plus tard, elle m'a appelé depuis un foyer, en me suppliant de lui donner une seconde chance. J'ai 38 ans. Je suis architecte. Même si tout le monde s'en fiche. Toute ma vie, toute ma carrière repose sur un seul principe, une structure ne tient pas debout si ses fondations sont compromises. Tu peux avoir le design le plus magnifique du monde, si la base est pourrie, ce n'est pas une question de si ça va s'effondrer, mais de quand. Je croyais que mon mariage était un gratte-ciel. En réalité, ce n'était qu'un décor de cinéma. Mardi dernier, tout s'est écroulé. On dînait. Une soirée tranquille. J'avais préparé un risotto crémeux aux champignons, son préféré. Mais elle a passé tout le repas à pousser un seul grain de riz dans l'assiette. Je dois te dire quelque chose, dit-elle d'une voix glaciale. J'ai attendu. Je suis patient. C'est à propos de Robert. Mon estomac s'est retourné. Robert, son ex de la fac. Le peintre. Le romantique. L'artiste torturé qu'elle gardait en mémoire comme une fleur séchée entre les pages d'un vieux livre. Le fantôme contre lequel je me battais depuis plus de 10 ans. Lui, c'était le SI. Et moi, j'étais juste le voilà-tout. Ce qui restait. Robert est revenu, dit-elle sans me regarder. On a recommencé à se parler. Recommencer à se parler? J'ai répété, ce mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Elle a enfin levé les yeux vers moi, mais toute trace de chaleur avait disparu. Il ne restait que du verre. Froid et dur. C'est plus que ça, David. Je vais te quitter. Je vais être avec lui. Je dois le faire. Elle a pris une grande inspiration, comme si elle cherchait du courage. Et je dois être brutalement honnête, pour moi. Je ne t'ai jamais aimé. Pas de la manière dont une femme doit aimer son mari. J'aimais la sécurité que tu m'offrais. La vie que tu m'as donnée. Mais mon cœur, il n'a jamais été à toi. Il a toujours été à lui. Tout le bruit autour a disparu. C'était comme tomber dans un vide. 10 ans de ma vie. De mon amour. De mes efforts. Pas seulement gaspillés. Mais annulés. Ce n'était pas un mariage qui avait échoué. C'était un contrat commercial à long terme, et j'étais le seul à ne pas en connaître les clauses. La maison que j'avais conçue, les voyages, les petits déjeuners silencieux, tout faisait partie de son paquet de compensation. Un calme glacial m'a envahi. L'architecte en moi, celui qui détecte les défauts structurels, a pris le contrôle. Il a vu la pourriture à la base, et a commencé à dessiner, froidement, un plan de démolition. J'ai hoché la tête, lentement. Je comprends. Elle avait l'air soulagée. Presque satisfaite de ma réaction sans drame. Tant mieux. Je m'attendais à ce que tu sois mature à ce sujet, dit-elle avec une condescendance dégoulinante. Je vais devoir rester ici quelque temps, évidemment, le temps que Robert et moi réglions les questions financières. Tu pourrais peut-être aller chez ton frère pendant quelques semaines. Elle venait de détruire mon monde et me proposer une chambre provisoire. Non, ai-je répondu d'une voix basse, mais ferme. Ça ne va pas se passer comme ça. Elle a haussé les épaules, elle était déjà mentalement ailleurs. Elle est montée dans notre chambre et a commencé à faire sa valise. Elle chantonnait même. Ce son était obscène. Quand l'eau de la douche s'est mise à couler, mon état de choc s'est brisé. Une lucidité froide m'a envahi. Je suis allé direct dans mon bureau. Étape 1, j'ai ouvert mon compte bancaire. Depuis des années, je garde un compte séparé avec des bonus et des paiements de projets freelance, uniquement à mon nom. Je savais que transférer cet argent maintenant pouvait paraître suspect. Un juge pourrait penser que je cache des biens. Mais franchement, je m'en foutais. Ce n'était pas un coup stratégique. C'était de l'instinct. De la survie. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque et j'ai transféré 187 000 $. J'ai laissé quelques milliers sur l'ancien compte pour ne pas éveiller les soupçons. C'était mon argent, le fruit de mon travail. Et à cet instant, j'avais besoin de savoir qu'il était en sécurité, loin de la femme qui le voyait comme une clause de son accord de départ. Étape 2, j'ai appelé William, mon avocat. Je le connaissais à cause de Contrat Pro. Je l'ai réveillé.
William, c'est David. Je veux que tu lances la procédure de divorce demain matin. Différence irréconciliable. Je lui ai tout résumé en 2 minutes. Étape 3, j'ai préparé 2 valises. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes disques durs de projet, la montre de mon grand-père, les plans de la maison, tout ce qui faisait partie de moi. Quand elle est sortie de la chambre, le visage léger et déjà tourné vers sa nouvelle vie, elle a vu mes valises devant la porte. C'est quoi ça? J'ai pris ma décision. Je pars, ai-je dit en ouvrant la porte. Tu pars? Ne sois pas si dramatique, David, on peut en parler demain. Non, Jennifer, ai-je dit, debout sur le seuil de la maison que j'avais construite. Il n'y a plus rien à dire. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel que j'avais réservé sur mon téléphone. J'ai fait le check-in. Le lendemain matin, William a lancé la procédure. À 11 heures, un huissier lui a remis les papiers. 3 jours de silence. Un silence assourdissant. J'ai trouvé un nouvel endroit. J'ai signé les documents. J'ai agi. Et ce matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché. David. Sa voix n'était qu'un souffle brisé. On entendait des bruits de fond, des voix. David, je t'en supplie, tu dois m'aider. T'es où, Jennifer? Dans un foyer pour femmes, dit-elle entre 2 sanglots. Robert, il ne voulait que mon argent. Je suis allé vivre chez lui et il m'a mise à la porte. Il a dit que mon amour ne paierait pas le loyer. Il a pris tout ce que j'avais et m'a jeté dehors. David, s'il te plaît, j'ai fait une erreur terrible. Je n'ai plus rien. Je suis resté là, à écouter le son de sa vie qui s'écroulait. L'architecte, le planificateur, le mari, tous étaient silencieux. Il ne restait plus que moi. Et je ressentais le silence profond d'un terrain démoli. C'est triste, Jennifer, ai-je répondu, d'une voix aussi solide qu'une dalle de béton. Dis à ton avocat de contacter le mien. Et j'ai raccroché. Je devrais ressentir quelque chose. De la colère. De la pitié. De la tristesse. Mais tout ce que je ressens, c'est le silence d'un terrain vide. Prêt pour un nouveau projet. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires et messages. Lire les histoires d'autres personnes qui ont vécu des trahisons similaires a été réconfortant. C'est un rappel que même la structure la plus solide peut cacher des failles invisibles. La semaine dernière a été une véritable leçon de prétention et de sentiment d'impunité. On dirait que Jennifer et sa famille ont confondu mon calme avec de la faiblesse. Mais ils ont rapidement été corrigés. Après l'appel depuis le refuge, j'ai bloqué son numéro. Comme je m'y attendais, son père Richard a engagé un avocat du genre requin. La première lettre officielle qu'on a reçue était tout simplement absurde. Ils exigeaient l'usage exclusif de la maison, une pension temporaire de 5 000 $ par mois, et une ordonnance restrictive contre moi, pour instabilité émotionnelle. William, mon avocat, d'ordinaire très calme, a même laissé échapper un petit rire en lisant. Il a répondu par un refus catégorique, classique, à toutes les demandes, et a lancé la procédure judiciaire. Aucune révélation rapide, aucun screenshot de tablette partagée, juste le rythme lent et méthodique de la machine judiciaire. Mais la véritable attaque est venue de mes ex-beaux-parents. Barbara, la mère de Jennifer, m'a appelé. David, tu nous dégoûtes. Pas même un bonjour. Bonjour à toi aussi, Barbara. Ne sois pas sarcastique. Jennifer est détruite. Nous avons dû aller la chercher dans un refuge immonde. Tu sais à quel point c'était humiliant? Tu l'as abandonnée. Jennifer a quitté notre mariage pour un autre homme, ai-je répondu, la voix calme. J'ai simplement facilité sa sortie. Oh, épargne-moi ton ton froid et robotique, a-t-elle rétorqué. Elle a fait une erreur. Une femme a le droit d'être émotive, de se laisser emporter. Un vrai homme se serait battu pour sa femme. Il aurait montré de la passion. Mais toi, tu n'as fait que calculer. Tu as toujours tout traité comme un contrat. Eh bien sache que celui-ci est le contrat le plus important de ta vie, et tu es en train de le perdre. C'était révélateur. Ils ne m'ont jamais vu comme un gendre. Même pas comme une personne. J'étais une ressource. Un investissement destiné à offrir un confort éternel à leur fille fragile, peu importe ses erreurs. Le lendemain,
un livreur a laissé un colis à l'hôtel où je loge. À l'intérieur, la boîte à montre en bois de rose que j'avais fabriquée pour elle à notre 5e anniversaire. J'y avais passé tout un week-end dans mon atelier, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. À l'intérieur, une petite plaque en laiton gravé, mon pour toujours, mon toujours. Rayé. Bosselé. Comme si elle avait été griffée plusieurs fois avec un tournevis. Cette destruction mesquine et cruelle m'a révélé bien plus que tous les mensonges des 10 dernières années. Il y avait un mot à l'intérieur. Une boîte bon marché pour une vie bon marché. Tu me dois. Ce n'était pas une histoire de cœur brisé. C'était une histoire de portefeuille. Mais le coup le plus révélateur est venu de Jennifer elle-même. J'ai reçu une alerte de ma carte de crédit, une transaction suspecte. 3200 $ dans une boutique de luxe. Elle avait encore accès à une carte supplémentaire, une erreur de ma part censée servir uniquement en cas d'urgence. Mais pour elle, ne pas pouvoir s'acheter un nouveau sac de marque, c'était une urgence. Alors qu'elle n'avait même pas de toit. J'ai appelé immédiatement la banque, contesté la transaction, annulé la carte, et envoyé le dossier complet à William. Il est resté silencieux un instant. Parfait, a-t-il dit. C'est exactement ce qu'il nous faut. Aucune colère, pas de crise, juste un acte financier. Une dissolution de biens. Noir sur blanc. Continue de la laisser agir comme ça, David. Elle est en train de dessiner elle-même la carte de son propre caractère. Je déménage dans mon nouvel appartement ce week-end. Il est plus petit, plus propre, et face au lever du soleil. Je regarde cette boîte griffée, et sincèrement, la tristesse s'est envolée. À sa place, il ne reste qu'une détermination froide, solide. Elle pense que c'est un jeu émotionnel. Mais elle est sur le point de découvrir ce qui se passe quand quelqu'un transforme cela en une question d'architecture. Mise à jour 2. Les lignes de bataille sont tracées et les tactiques deviennent de plus en plus sordides. La stratégie de Jennifer est claire. Si tu ne peux pas gagner avec les faits, attaque l'homme à la racine. La campagne de diffamation a commencé subtilement. Des publications vagues sur le Facebook de sa mère, du genre « ça fait mal d'aimer un homme incapable de rendre l'amour ». Mais ça n'a pas tardé à dégénérer. Ils ont commencé à raconter à des connaissances communes que j'étais un maniaque du contrôle financier, émotionnellement abusif. Mon calme est devenu, dans leur récit, une froideur cruelle et calculatrice. Ils tentaient de détruire ma réputation professionnelle. Sachant que ma carrière repose sur la confiance et la stabilité, j'ai dû avoir une discussion peu agréable avec les associés de mon cabinet. Heureusement, mon parcours parle de lui-même. Mais tenter d'empoisonner ma source de revenus, c'était un nouveau niveau de bassesse. Et puis, les choses ont pris une tournure étrange. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Robert. Le peintre. Le grand amour perdu. J'ai failli supprimer le message, mais la curiosité morbide a pris le dessus. Il disait. Salut mec, c'est Robert. Écoute, Jennifer est au fond du trou et tu l'as vraiment brisée. Elle pensait que tu étais de son côté. J'essaie de l'aider à se relever, mais ma peinture ne paie pas les factures. Si tu pouvais donner un coup de main, ce serait la chose à faire. Elle mérite un atterrissage en douceur. Pathétique et révélateur. Ce n'était pas un homme amoureux. C'était un opportuniste qui venait de perdre sa proie financière. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à William, avec la légende, pièce B. 2 jours plus tard, un nouveau message de Robert. Mec, c'est bas de ne pas répondre. Elle est encore ta femme. T'as des responsabilités. Elle dit que t'as caché de l'argent. Si tu l'aidais, peut-être qu'elle n'aurait même pas besoin d'en parler au juge. Une menace. Grossière et stupide. William était ravi. Nous avions maintenant un tiers impliqué, l'amant lui-même insinuant un plan de chantage autour de biens dissimulés. Robert n'était pas un héros romantique. C'était un complice. Le grand moment est arrivé mardi dernier. Je quittais le bureau pour aller à ma voiture quand Jennifer m'a intercepté dans le parking. David, il faut qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire, Jennifer. C'est à ça que servent les avocats. J'ai continué à marcher. Elle a couru pour se mettre devant moi, me bloquant le passage. Elle avait pleuré ou fait semblant. On aurait dit une scène de théâtre. Comment tu peux être aussi froid, dit-elle.
J'ai tout sacrifié pour toi. J'étais jeune. J'aurais pu rester avec Robert il y a 10 ans. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu as fait un choix, Jennifer. Ce n'était pas un choix. J'avais peur. Sa voix montait de plus en plus. Tu étais stable. Tu étais l'option raisonnable. Tu ne peux pas me punir d'avoir choisi ce qui semblait raisonnable. Sa capacité à tordre la réalité était stupéfiante. Elle voulait des félicitations pour m'avoir utilisé. Je ne te punis pas, ai-je répondu calmement. Je refuse simplement de financer ton prochain chapitre. Son visage a changé. Les fausses larmes ont disparu. Il ne restait que du mépris. Tu vas le regretter. Je vais dire que tu étais un monstre. Je vais dire que tu m'as frappé. Je vais prendre cette maison et chaque centime que tu as. Tu vas finir sans rien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon téléphone était dans ma poche de chemise, en train d'enregistrer. Une habitude imposée par William. Je n'ai rien dit de plus. Je l'ai contourné, suis monté dans ma voiture, et je suis parti. J'ai envoyé l'audio à William par mail avec pour objet. Pièce C. Elle pense qu'elle se bat avec ses émotions, ses menaces, son théâtre. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne me bats même pas. Je ne fais que documenter l'intégrité structurelle de son caractère. Et elle est en train de s'effondrer, magistralement. Mise à jour finale. C'est terminé. Le jugement final est tombé la semaine dernière. La guerre d'usure a pris fin. Après la menace enregistrée dans le parking, l'avocat de Jennifer a probablement compris que leur position s'effondrait. Ils ont changé de stratégie, passant d'exigences agressives à ce que William a appelé un « aïe-marie émotionnel », une ultime tentative désespérée. Ils ont déposé une requête détaillant l'immense souffrance psychologique de Jennifer. Et les « sacrifices » qu'elle aurait fait durant notre « mariage stérile et sans amour ». Ils ont tenté de me peindre comme un distributeur automatique sans âme qui, un jour, aurait simplement cessé de fonctionner. Notre réponse fut simple et directe. Nous avons tout présenté. L'achat frauduleux avec la carte de crédit. Les messages de Robert, révélant clairement que la liaison avait des motivations financières. Et enfin, l'audio de Jennifer menaçant de mentir au tribunal en alléguant des abus pour en tirer un avantage financier. La juge, une femme sérieuse d'une 60aine d'années, était visiblement horrifiée. Le verdict final n'a pas été la victoire nette que j'avais naïvement imaginée au début. La vie réelle est plus désordonnée. La juge a reconnu que le transfert que j'ai fait depuis mon épargne juste avant le divorce était problématique. Mais elle a aussi affirmé que les actions de Jennifer démontraient un schéma de mauvaise foi trop grave pour être ignoré. Et voici comment les choses ont été réparties. Biens et maisons. La juge a statué que tous les biens, y compris mon compte épargne, faisaient partie du patrimoine conjugal pour le calcul. Mon cœur s'est serré en entendant cela. Mais alors est venue la surprise. En se basant sur la dissipation des fonds par Jennifer, le sac de luxe, la motivation financière de l'affaire, et la menace enregistrée, la juge a ordonné une division inégale des biens. 70% pour moi, 30% pour elle. La maison a été vendue, et la somme répartie selon ce pourcentage. Pension alimentaire. Son avocat réclamait une pension à vie. William a demandé 0. La juge a tranché au milieu. Elle a accordé une pension temporaire de 18 mois, juste assez pour qu'elle ne soit pas sans ressources, mais avec une échéance claire pour qu'elle devienne autonome. Ce n'était qu'une fraction de ce qu'elle exigeait, et un message clair, le tribunal ne financerait pas son train de vie. Financièrement. La maison s'est vendue à bon prix. Après paiement du prêt et des frais, mes 70% ont été versés directement sur mes comptes. Ces 30% ont à peine couvert les frais juridiques qu'elle avait elle-même causés. Il ne lui restait presque rien. Avec la pension temporaire, elle est restée solvable mais loin d'être riche. Son plan de « vie de grande dame » a été officiellement annulé. Les conséquences naturelles ont fini par être la forme de justice la plus puissante. J'ai appris par un ami commun qu'elle travaille comme assistante administrative dans une chaîne de cliniques de kinésithérapie. Elle vit dans un petit appartement, dans un quartier où je ne suis jamais allé. Ses parents sont amers. Leur retraite a pris un coup dur à force de financer sa guerre judiciaire. Et la petite fleur délicate, qu'il voulait en protéger, s'est révélée être un très mauvais investissement. Robert, bien sûr, a disparu.
Ces messages ont cessé dès qu'il a compris que mon portefeuille resterait fermé pour toujours. Jennifer a envoyé un dernier email à mon adresse professionnelle. Un texte long, confus, se plaignant de ma froideur, de mon absence de passion. Disant que, si j'avais lutté pour elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Un véritable manuel de transfert de culpabilité. Elle croit encore que sa trahison n'était qu'un appel à l'aide. Et que c'est moi qui ai mal répondu. J'ai lu. J'ai ressenti un vieux soupçon de fatigue. Et j'ai supprimé. Pour de bon. Et moi? Je suis là. Je ne suis pas guéri comme par magie. Mais je suis entier. La paix dans mon nouvel appartement est réelle. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelle Brenda. Elle est historienne. Passionnée, drôle et intéressée par mes idées, pas par mes relevés bancaires. C'est quelque chose de calme. Stable. Merveilleux. Le week-end dernier, j'ai pris cette vieille boîte à montres en bois de rose et l'ai amenée à mon atelier. Je ne l'ai pas détruite. J'y ai travaillé avec soin. J'ai poncé le couvercle jusqu'à ce que les rayures sur la plaque en laiton disparaissent. Puis, j'ai retiré la plaque. Je n'en ai pas mis une nouvelle. J'ai juste poli le bois. J'ai laissé sa beauté et sa force naturelle s'exprimer. Ma vie n'est pas un gratte-ciel flambant neuf. C'est une restauration historique. Les fondations étaient pourries. Les arracher a été douloureux, brutal. Mais maintenant, le travail est terminé. La nouvelle structure est solide. Et pour la première fois depuis bien longtemps. Je n'ai plus peur que tout s'effondre. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que la vérité, même lorsqu'elle semble fragile, peut être l'arme la plus puissante si l'on reste calme, préparé, et qu'on laisse les faits parler d'eux-mêmes. Il ne s'est pas abaissé, il n'a pas joué à leur jeu, il a simplement tout documenté et laissé le vrai visage de son ex-femme apparaître. Au final, la justice ne se résume pas au verdict du tribunal, mais à ce que la vie vous rend. Que ce témoignage serve d'avertissement et d'inspiration à ceux qui traversent des situations similaires. Parfois, la vraie victoire, c'est de retrouver sa propre paix. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.